votre domaine. Alors, docteur, est-ce que toute personne peut être appelée chercheur? En fait, toute personne qui mène une recherche peut être appelée chercheur, ou la recherche scientifique est réservée à une catégorie de personnes, ou pour des personnes dans une sphère précise, je dirais peut-être académicien. Bon, si je me limitais à dire qu'il fallait être académicien pour faire la recherche, je dirais que je me tromperais parce qu'il y a un autre aspect qu'on appelle la recherche indépendante. Il y a des gens qu'on appelle des chercheurs indépendants. Ce sont des personnes qui, peut-être à la maison, ont eu des idées et se sont rendus compte que leurs idées peuvent résoudre un problème de la société. Alors, ils se font appeler chercheurs indépendants. Mais je crois que le ministère de la Recherche scientifique au Cameroun a défini un statut particulier pour ces gens-là. Et ils ont même formé une sorte de réseau. Définir un statut particulier pour les chercheurs indépendants. Voilà, qui n'ont pas nécessairement fait une formation académique ou professionnelle ou un cadre de recherche, qui n'ont pas de master, mais qui sont appelés chercheurs indépendants parce qu'ils ont proposé des solutions qui ont titillé l'attention des décideurs des pouvoirs publics, du ministère de la Recherche scientifique en l'occurrence. Et alors, pour des académiciens, quand est-ce que la recherche commence pour un étudiant? Est-ce que tout étudiant déjà à l'université peut être appelé à mener une recherche? Sinon, aussi oui, et à quel niveau sinon? Pas nécessairement. Pas nécessairement. C'est pas tout le monde qui entre dans une filière académique qui sort chercheur. Beaucoup, avant même d'avoir le diplôme de licence, préfèrent aller faire des concours, des formations, développer d'autres compétences professionnelles qui ont une certaine plus-value importante pour les problèmes pratiques. Ça peut être dans le cadre du tourisme, ça peut être dans le cadre de la logistique, du transport, de l'économie, etc. Voilà. Mais par contre, pour être chercheur, là, il faut vraiment poursuivre des études supérieures, c'est-à-dire faire un master. Et après avoir fait son cycle master pendant 2 à 3 années, s'inscrit maintenant en cycle de recherche doctorat pour faire vraiment de la recherche. Parce qu'en master, on appelle beaucoup plus d'initiation à la recherche. Mais quand tu fais la thèse de doctorat, là, c'est vraiment de la recherche parce que tu dois... Vous portez déjà là le nom des chercheurs. Tu fais des travaux qui s'intéressent en fait à la communauté internationale. C'est une recherche qui va concerner un quartier, même si ça concerne un quartier, la solution apportée pourrait intéresser un autre quartier d'une autre ville, d'un autre pays dans le monde. Et est-ce que tous les docteurs, comme vous dites que quand on est désolé, on est déjà en cycle doctorat, c'est là on acquiert le qualificatif de chercheur. Est-ce qu'alors tout docteur, ou tout diplôme de doctorat confère le grade de chercheur? Oui, parce que le fait qu'on est docteur, c'est la preuve qu'on a premièrement produit un résultat scientifique qui a été publié, bon pour les scientifiques en tout cas, qui a été publié dans un journal international. Des articles scientifiques. Oui, des articles scientifiques. On définit aussi, c'est que c'est qu'un article scientifique pour faire la différence avec les articles de presse. Voilà. Donc c'est un chercheur qui a mis sur pied, qui a développé en fait une sorte de recherche. Il a mis sur pied une démarche, il a écrit ce processus-là. Il a réussi à avoir un résultat et ce résultat, pour le mettre en valeur, il faut qu'il le soumette dans une revue ou dans un journal européen ou américain ou chinois ou même africain. Et maintenant, le journal en question envoie des experts dans le monde. Généralement, on ne sait pas de qui il s'agit. Et ces experts-là vont analyser, poser des questions, se rassurer de la crédibilité du travail avant d'accepter. Une fois que cela est fait, celui donc qui va recevoir son article publié peut donc postuler à l'université pour défendre sa thèse de doctorat devant un jury du pays, pour désormais être appelé docteur. Mais il est chercheur déjà dès le moment où il intègre un programme de recherche au niveau de la thèse. Mais généralement, on appelle les chercheurs les gars de master, mais c'est beaucoup plus là-bas l'introduction ou l'initiation à la recherche. Ok, d'accord. Donc, vous définissez alors l'article scientifique, c'est comme une publication des travaux, des résultats des travaux, si on peut le dire. Oui, différemment d'une revue de presse où peut-être il peut faire des interviews des personnes et puis il les relate. Et puis voilà, c'est au trop peut-être le directeur de la communication ou je sais pas le chargé de quoi dans la presse qui se charge de lire et se rassurer. Mais l'article scientifique, là c'est des experts dans le monde qui lisent les travaux et qui donnent leur accord ou pas sous réserve de beaucoup d'observations ou des questions d'interrogation et c'est pas facile. Je peux même dire que chaque article a son histoire. Alors, et parlant toujours de la recherche, docteur, quelles sont les étapes pour mener à bien une recherche? Puisque, comme on l'a dit à l'instant, une recherche scientifique, ça suit un procédé, des étapes et une logique en fait. Quelles sont donc les étapes pour une bonne recherche scientifique?
Ça dépend de l'aspect de la recherche abordée. Il y a tellement. Il y a de la recherche en sociologie, il y a les recherches en statistique, il y a des recherches en physique, il y a des recherches en biologie. Donc, c'est tellement vaste. Et avec ma compétence de promoteur de la recherche. Et prenons votre cas. Vous avez, je vous entends, après, quand vous entrez et vous finissez votre master, vous postulez pour le doctorat, on vous sélectionne. Et vous avez un thème de recherche. Je ne sais pas si c'est vous qui l'avez défini, et même si c'est vous qui l'avez défini ou on vous l'a donné, c'est tout à fait votre thème de recherche. Donc vous avez 4 années, je crois, pour conduire à bien cette recherche-là. Alors, et vous, comment vous vous prenez alors dans ces cas-là? Quelles sont déjà la première chose à faire quand on a un thème de recherche? Bon, déjà, ça dépend effectivement de domaine. Et si on revient au mien, par exemple, si à la question de savoir est-ce que c'est le thème, c'est vous qui l'avez choisi ou c'est l'encadreur, là ça dépend vraiment des laboratoires. On dit souvent que la fin justifie les moyens. Est-ce qu'il a réussi à aboutir avec la recherche qu'il mène? On ne va pas savoir qui a donné ou pas là, c'est dans l'équipe qu'on se le dit. Oui. Mais pour mon cas par exemple, en fait, dans la majorité des cas, il y a là-bas ce qu'on appelle la revue de la littérature. La revue de la littérature ne consiste pas simplement à écrire ce que les gens ont fait, mais à ce que toi-même tu découvres ce que les gens ont fait avant de l'écrire. Et quand tu découvres, tu te rends compte qu'il y a des travaux formidables parfois qui sont faits, qui vont t'inspirer, que tu vas utiliser pour progresser. Parce que généralement, dans la revue de la littérature, on se rend compte d'une certaine limite, on se rend compte d'un aspect qui n'a pas été abordé. Et c'est dans cet aspect abordé-là donc, que le chercheur, lui, va creuser, il va se dire, si je m'intéresse à ça, si je vois que la partie-ci n'a pas été faite, en faisant cette partie-ci, qu'est-ce que ça peut donner? Et quand je compare à ce qui a été fait, comment est-ce que ça évolue? Même pour le cas de la cosmologie que j'ai mené, il fallait que je comprenne déjà quels travaux ont été menés sur les trous noirs, et me rendant compte qu'effectivement les travaux ont été menés sur les trous noirs depuis l'époque d'Einstein, donc depuis 1916 avec la première solution des équations d'Einstein, beaucoup de travaux ont été menés, mais je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas une étude thermodynamique sur un trou noir qui a une charge magnétique avec la quintessence et avec la rotation. Il n'y avait pas une telle étude. Je me suis dit que bon, si je réussis à mener cette étude et à la soumettre dans une revue internationale, là-bas ils vont me dire effectivement ça n'a pas encore été fait, me poser des questions pour voir si c'est le cas. Mais si on arrive au département de biochimie par exemple, je me rappelle j'ai assisté à un student au département de biochimie avant-hier, pardon, le vendredi. Le candidat justement travaillait sur une sorte de couplage entre tuberculose et paludisme. Donc des patients qui ont de la tuberculose et qui cacheraient le paludisme et vice versa. Voilà, il s'intéressait à ça. Et là encore, c'est une toute autre démarche. Il faut d'abord de l'accord du ministère de la Santé, de la Recherche. Il faut aller vers un hôpital qui a des patients qui présentent ces cas-là, les interroger, sous leur accord bien sûr. Maintenant, prendre ces études-là et aller au laboratoire maintenant, grâce aux échantillons qu'ils ont prélevés, mener des enquêtes, identifier des cas, des possibilités de coexistence entre les deux, qu'est-ce qui se dit. Ils vont travailler tellement d'aspects, l'aspect génomique, l'aspect de la laine. En fait, c'est typiquement comme dans les films européens. Oui, on le fait aussi ici. C'est juste qu'on ne découvre pas suffisamment dans les médias. D'accord, docteur. Et vous parlez aussi à l'entendre que la recherche peut être théorique et pratique. Et quelle est la différence, si on veut dire, la différence la plus fondamentale entre ces deux aspects de la recherche? Bon, ça c'est une question fondamentale. Je vais même aller plus loin en donnant une sorte de différence un peu plus pragmatique. Je dirais qu'on pourrait diviser la recherche en deux catégories, deux grandes catégories. Ça c'est ma vision à moi, il y a tellement de visions qui existent. Il y a ce qu'on pourrait appeler la recherche fondamentale et la recherche appliquée. Maintenant, dans les deux recherches, il y a deux possibilités de les mener. Il y a la voie théorique et la voie expérimentale. Donc, on peut mener une recherche théorique ou expérimentale fondamentalement, comme on peut mener une recherche théorique ou expérimentale de manière appliquée. Voilà. Donc théorique, ça veut juste dire les équations mathématiques, les principes, les lois de la physique. Et expérimental veut dire qu'on met sur pied un dispositif, on utilise les dispositifs qui existent, on voit ce qu'il en sort, on compare à la théorie. Voilà. Mais fondamentalement, j'aime bien préciser que la recherche peut être divisée en recherche appliquée et recherche fondamentale. Alors, docteur, et dans notre cas, quand on regarde les pays du Sud, je peux dire de l'Afrique, du Cameroun, quel type de recherche est adapté pour nos pays?
Alors, c'est une question assez délicate. Mais moi, personnellement, je ne dirais pas qu'il y a une recherche plus adaptée que l'autre. Les deux recherches sont importantes. Parce qu'on a tendance à croire qu'on a besoin de se développer, c'est-à-dire qu'on a besoin des routes. Je ne vais pas vous couper, hein, je vais vous relancer, puisque souvent, quand on le dit, il y a beaucoup qui disent qu'on a plus besoin de l'électricité que de faire de la cosmologie, que d'aller voir des choses qu'on ne touche pas, ou de faire des recherches dans la physique quantique, parce qu'on ne les touche pas non plus. Donc on dit on a besoin peut-être d'orienter sur des choses, des besoins élémentaires, primaires, des besoins urgents. Mais est-ce que c'est pour autant qu'on doit négliger certains aspects de la science, de la recherche, que je veux dire? Allez-y, juste pour vous lancer. Justement, à force de se dire qu'on a besoin de résoudre des problèmes, j'ai envie de dire basiques, fondamentaux, je crois sur la partie la plus basse de l'échelle de Maslow, si je ne me trompe pas. Les Africains et les Camerounais se disent que non, on doit faire une recherche appliquée. On doit faire une recherche qui va résoudre les problèmes d'électricité, de lumière, de routes, des ponts, des structures, la communication, la télécommunication. Ouais, c'est bien beau. Mais si on oublie la recherche fondamentale, je pense que c'est un gâchis. C'est un gâchis. Et je vais donner une très très grosse preuve que peut-être beaucoup ici, le micro que nous avons devant nous utilise des procédés de transduction. C'est-à-dire on transforme une sorte d'énergie mécanique de ma voix, le son qui frappe sur le micro, à un signal électrique qui arrive et qui est produit. Mais c'est de l'application. Mais il a fallu que des scientifiques s'asseyent pour comprendre comment le son se propage. Il a fallu que des scientifiques s'asseyent pour comprendre fondamentalement comment est-ce que le courant pourrait se propager. Et qui dit courant dit électron. Qui dit électron dit matière. Si les scientifiques ne s'étaient pas assis pour travailler la recherche fondamentale en mécanique ou en électronique ou sur la matière, personne n'aurait un jour pensé qu'on pourrait mettre sur pied le micro. Donc la recherche fondamentale est extrêmement importante, y compris même la caméra que nous avons qui utilise les principes de l'électromagnétisme et les processus ultrasonores, etc. Et parlant sans vous couper toujours, parlant de l'électromagnétisme, il faut dire que ça a été théorisé il y a près de 200 ans de cela par Maxwell. Voilà, justement. Et donc, sans ces équations-là, on n'allait jamais mettre sur pied des processus qui allaient utiliser la lumière pour la télécommunication, les appels, la vision, transporter les images. Ça n'aurait jamais existé. Et maintenant, il y a un fait qui est clair. Au Cameroun, on ne fabrique pas les caméras. Je me trompe, mais je ne crois pas. Au Cameroun, on ne fabrique pas les micros. Vous voyez donc qu'on est en train d'importer des technologies qui sont issues des travaux de la physique fondamentale développés par les Européens. Ça veut dire que si on veut se focaliser uniquement sur la recherche appliquée, on va se limiter à transformer les micros existants en des nouveaux types de micros plus adaptés. L'innovation, on l'aura pas. Si on ne comprend pas le fond, il n'y aura pas d'innovation. On ne va pas pouvoir créer des choses qui n'existaient pas, si on peut le dire ainsi. Pour créer des choses qui n'existaient pas, il faut comprendre en profondeur la matière, la matière ou alors l'univers. Merci, docteur. Alors, pour étayer vos explications, nous allons prendre un élément, docteur. Je crois qu'après cet élément, vous pouvez continuer à expliquer, ajouter des choses s'il faut, et retirer d'autres, bien sûr. Donc, si la régie le permet, nous prenons l'élément.